Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode du podcast The Extra Time, le podcast où on parle foot européen en général et plus particulièrement de Chelsea et de football italien également, étant donné qu'on est deux supporters de Chelsea et un supporter de la Juve. En parlant de supporters de Chelsea, salut Pierre, comment ça va? Le retour de Paul-Antoine. Ça va super, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui, surtout pour discuter de la FDC, donc on en parlera plus tard. Aussi pour parler de la Liga un peu plus tard aussi, mais c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors vous pouvez le remarquer, celui qui fait l'intro aujourd'hui ce n'est pas Thomas, mais c'est parce qu'il est absent, tout comme Paul-Antoine la semaine dernière, on vous l'avait expliqué, c'est un mois assez difficile pour nous étant donné qu'on est étudiant. Mais bon, sûrement je ne serai pas là moi la semaine prochaine, donc ce sera à leur tour de le faire à deux. Mais normalement, vous inquiétez pas, après cette période difficile, on reviendra pour faire des épisodes du podcast tous les trois, notamment pour suivre l'Euro qui se déroulera durant les mois de juin et juillet. Donc aujourd'hui, on va vous parler de LDC ainsi que des différentes ligues domestiques européennes, comme on l'a fait la semaine dernière. Mais on a également réservé une petite tier list pour la fin, où on classera entre guillemets les différents membres des nominés du Premier League Hall of Fame, qui est donc un nouveau format qui a été créé par la Premier League pour récompenser les légendes du football en Angleterre. Les deux qui en sont rentrés déjà jusqu'à maintenant, c'est Thierry Henry et Alan Shearer. Donc on va débattre de qui devrait rentrer parmi les 6 prochains dans les semaines à venir. Et voilà, donc nous allons commencer par... Voilà, donc vous l'avez entendu à cette musique de Ligue des Champions, on va commencer par parler des demi-finales retour qui se sont déroulées cette semaine. On va aller dans l'ordre chronologique évidemment. Donc tout d'abord on va parler de Manchester City, Paris Saint-Germain. Je te laisse prendre la parole pour Antoine. Bon, alors on va parler de Man City, Paris Saint-Germain. Un match très compliqué pour Paris qui n'a pas su donc renverser Manchester. Bon, l'équipe qui est Manchester City, qui est l'équipe dont on attendait tellement de choses cette année, pareil que le Paris Saint-Germain, mais Manchester City, c'est l'équipe de Pep Guardiola, ça fait longtemps qu'il y est, et on a tellement d'attentes à propos de Pep Guardiola à Manchester City, mais malheureusement Mauricio Pochettino et son nouvel effectif n'a pas su renverser cette équipe. Et on le remarque grâce à des stats évidentes, Paris qui n'a pas cadré un seul tir de la rencontre sur 14 tirs en général. Paris qui a eu de très mauvaises stats offensives. Paris n'a pas su, dû à l'absence de Kylian Mbappé, n'a pas su marquer un seul but, tirer un seul tir cadré. Ça a été compliqué pour Paris et si on devait retenir une seule performance de Paris, je pense qu'on pourrait retenir celle de Marquinhos. Bon, c'est un peu triste, mais Neymar a été totalement absent alors qu'on attendait un Neymar très très grand lors de cette rencontre. C'est dommage, Mauro Icardi totalement absent. D'autre côté, on avait un Riyad Mahrez totalement présent sur le terrain. Je pense que Riyad Mahrez, sur ces 2 matchs aller-retour, on peut dire que c'est un peu le héros de Manchester City. Et au-delà de ça, Manchester City qui gravit les échelons et qui arrive finalement à l'échelle suprême. Finalement, on l'attendait depuis quelques années maintenant, Manchester City sur la scène européenne, la finale de la Ligue des Champions. Et il se retrouve aujourd'hui face à Chelsea. Alors, on va parler un peu plus tard du match de Chelsea. Mais pour revenir sur le match de City-Paris, moi personnellement, ce que j'ai retenu le plus par rapport à ce match, c'était la frustration qui montait de plus en plus chez les joueurs de Paris, pour aller jusqu'à la faute de Di Maria qui était complètement déplacée. Ouais, c'est vrai que la faute de Di Maria elle est complètement déplacée, mais en même temps, en vrai c'est vrai que quand il se penche pour récupérer le ballon, on voit, moi en voyant l'action, tu vois, je me rends pas compte de si la faute est faite genre de manière à vraiment faire mal au joueur adverse, ou si vraiment c'est juste pour récupérer le ballon. C'est vrai que le mouvement de André Di Maria est totalement déplacé, mais est-ce qu'il le fait vraiment exprès? Moi je ne sais pas, et je pense qu'il y a une part de frustration du côté d'André Di Maria, et c'est ça qui a un peu tendu les nerfs
des joueurs parisiens. On remarque aussi avec Marco Verratti, et il y a plein d'autres joueurs du côté parisien qui se sont un peu énervés. Mais si on devait retenir quelque chose de Paris, c'est que Paris quand même a eu un très beau parcours au cours de cette Ligue des Champions, très beau parcours pour Kylian Mbappé qui voulait des responsabilités et qui en a eu, qui a éliminé le Bayern et le Barça. Bon, pas seulement lui parce que c'est un collectif, mais qui a réussi à planter quelques buts face à ces grandes équipes et on l'attendait à ce moment-là et il a réussi à être là. Malgré sa blessure, c'est très triste à voir, mais le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à s'en tirer face à Manchester City. Alors maintenant pour l'ensemble des supporters de Paris qui nous écoutent, Paul-Antoine, est-ce que tu penses que avec le départ potentiel de Kylian Mbappé cet été, c'était entre guillemets une des dernières chances pour Paris de gagner cette Ligue des Champions avec l'équipe qu'ils ont actuellement? Bah non, parce que on l'a remarqué. Enfin, il s'agit pas non plus que de l'effectif, que de la personnalité en lui-même, tu vois. Parce que si tu remarques bien certaines équipes, l'Ajax il y a 2 ans, l'Atalanta de l'année dernière, ces équipes-là, elles ont réussi à se hisser très haut dans la compétition sans avoir Kylian Mbappé, sans avoir des Erling Haaland. Elles avaient un collectif qui surpassait l'individualité en elle-même. Mais je pense que tu vois, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est très très bon, qui peut créer des situations offensives très dangereuses. Mais si Paris arrive à trouver un bon équilibre, au milieu de terrain, des bons latéraux cet été, s'ils font un bon mercato cet été avec des latéraux et un milieu de terrain assez performant, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Il ne s'agit pas seulement de leur capacité offensive. Je pense que faut regarder au-delà de ça. Je pense que Kylian Mbappé, il est certes important pour l'équipe, mais on l'a remarqué à plusieurs reprises, lors du départ d'Ibrahimovic, Paris a battu le Barça au match aller quand même 4-0. Enfin, c'était quand même incroyable, tu vois. Et pourtant, Ibrahimovic n'était plus dans le vestiaire parisien. Et c'est ça qui m'a un peu marqué. Et je pense que c'est pas au niveau de l'individualité, mais du collectif qu'il faudra s'attarder. Il faudra s'attarder là-dessus cet été. Et il faudra voir si Kylian Mbappé prolonge son contrat ou pas. Mais pour l'instant, il l'a pas encore prolongé. Très bien, alors maintenant on va passer donc au deuxième match qui nous tient particulièrement à cœur à Paul-Antoine et à moi, comme vous le savez. Un match très émotionnel pour les supporters des Blues. Je m'y attendais pas. Vous l'avez vu pendant le dernier épisode, j'avais prédit un 1-0 de la part du Real Madrid. Je pensais qu'ils allaient arriver, qu'ils allaient s'imposer du part de leur expérience et de la qualité de leur équipe, mais franchement, on a été complètement dominateur pendant ce match. Je vais vous présenter un peu les différents faits du match avant d'avoir un petit débat avec Paul-Antoine. Le match a commencé, franchement, j'étais un peu inquiet. Je vais pas vous mentir, parce qu'on n'a pas commencé le match avec autant d'intensité qu'au match aller. Mais après, il faut se souvenir que Chelsea est une équipe, si elle ne veut pas encaisser de but, elle n'en encaissera pas. Bon, peut-être qu'elle en encaissera, mais très peu. Hein. Notamment à domicile. Si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu dis, je pense que ça c'est dû à l'arrivée de Thomas Tuchel, parce que oui, avant ça, Frank Lampard, il avait quand même de grosses difficultés au niveau de sa défense, et Thomas Tuchel, avec sa défense à 3, a su maintenir un gros équilibre au niveau de la défense. Et c'est ça que je tiens à souligner avec l'arrivée de Thomas Tuchel. On a aussi vu un renouveau de Tony Rudiger pendant dans l'ère Tuchel, qui a été absolument exceptionnel durant les 2 matchs. Donc on a eu des frayeurs également avec une grosse performance d'Edouard Mendy qui a su arrêter cette frappe de l'extérieur de la surface de Karim Benzema ainsi qu'une tête qui semblait rentrer. Donc j'ai été extrêmement impressionné par la performance d'Edouard Mendy et évidemment un gros soulagement lors du but de Timo Werner après une euphorie lors du but refusé. Mais finalement, quand il a été accepté, le deuxième, on s'est dit enfin un but pour Timo Werner, enfin un but en Ligue des Champions. Et puis, on peut se dire c'est très facile ce qu'il a fait, etc. Mais quelqu'un aurait très bien pu se dire ça a tapé la barre, c'est fini, il y est allé, quoi. Il a eu le courage d'y aller et puis ça a payé au final. Après, durant la deuxième mi-temps, moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est évidemment N'Golo Kanté, pas que durant la deuxième mi-temps, mais durant tout le match. N'Golo Kanté a été absolument fabuleux. Et Christian Pulisic également, lorsqu'il est rentré, il a su montrer sa qualité.
Il a d'ailleurs obtenu une passe décisive lors du but de Mason Mount. J'ai été très heureux de le voir marquer. Vous avez vu la semaine dernière, j'ai eu un petit coup de gueule à son sujet par rapport aux gens qui ne lui donnaient pas l'estime qu'il méritait. Mais voilà, j'ai été très heureux j'ai été très heureux qu'il marque ce but et puis au final, l'ensemble des joueurs de Chelsea ont été très bons et c'était vraiment un match qui m'a beaucoup touché parce que une troisième finale de Ligue des Champions, on l'a vu lors de la première, c'était un désastre avec ce penalty manqué de John Terry. Le deuxième, on l'a remporté au tir au but. J'espère que celui-ci, que l'on gagne ou que l'on perde, il ne se terminera pas au tir au but. En tout cas, je pense que ce sera un beau match. Donc, Paul-Antoine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match globalement ? Comment tu t'es senti en le regardant ? Peut-être un ascenseur émotionnel pour toi, et que penses-tu d'affronter Manchester City, notre plus gros rival actuellement en Première Ligue, étant donné qu'ils ont été champions plusieurs fois durant ces dernières saisons, et que les matchs entre City et Chelsea sont toujours ou presque assez serrés. C'est vrai. Bah, écoute, moi, c'était un match vraiment, un ascenseur émotionnel, comme tu l'as dit, parce que dans les premières minutes, le Real avait la possession, et on le remarque souvent quand l'équipe a la possession, elle a l'opportunité de construire le jeu. Et enfin, moi, je prêche cette vision du football avec la construction du jeu par la possession, mais ensuite, on a remarqué un pressing assez intensif dans les premières minutes de Chelsea qui allait chercher le ballon. Certes, Jorginho a pris un carton jaune dès la 15e minute, mais a su se maintenir dans la rencontre pendant le reste de la rencontre. Et ça m'a choqué quand même, parce que Jorginho, c'est quand même un joueur un peu qui n'est pas non plus d'une extrême qui est exceptionnel, tu vois. Et donc pour moi, c'est un joueur qui peut faire des erreurs un peu bêtes et qui peut du coup aller chercher le carton rouge, mais il l'a pas fait. Il a été très solide, et je tiens à souligner cette performance de Jorginho qui est quand même incroyable. Et au-delà de ça, faut le remarquer, le fait que Chelsea domine ne s'est pas du tout traduit par la possession du ballon. 32% de possession seulement pour Chelsea, contre 67 pour le Real Madrid. Et ça, vraiment, on l'a remarqué, le Real a été très, très silencieux au niveau des frappes qu'ils ont tirées, des frappes tirées. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que Karim Benzema, on l'ait pas non plus incroyable, on l'est pas senti incroyable sur cette rencontre. Pareil, le milieu de terrain de Madrid, une fois que la défense ou que le milieu de terrain faisait une passe en profondeur vers Mason Mount ou Timo Werner, c'était terminé. On voyait plus le milieu de terrain. Une fois transpercé, le milieu de terrain madrilène, des madrilènes, il n'existait plus. Et moi, ça m'a choqué. En fait, je pense que au premier abord, quand Timo Werner a marqué son but refusé, je pense que là ça m'a tout de suite déçu. Et ensuite, on a eu un nombre d'occasions ratées assez énorme, et là j'ai commencé un peu à paniquer, parce que je me dis, si on marque pas, ça va engendrer de la confiance de l'autre côté, et du coup ils vont pouvoir aller, il suffit juste d'un but et ils marquent, et là la rencontre tourne, tu vois. Et finalement ils ont pas marqué, et les entrées que Thomas Tuchel fait sont quand même incroyables. Et il faut se dire que les équipes anglaises, elles ont de la chance, et une énorme chance d'avoir ce genre de banc, parce que le banc de Chelsea, il est quand même incroyable. On n'a peut-être pas des joueurs exceptionnels, mais on a des joueurs qui ont un talent, mais un potentiel, voire un talent énorme. Et le fait que ça soit Reece James, Hakim Ziyech, Olivier Giroud, qui est un très grand joueur, un peu vieux certes, mais qui apporte tellement de choses au jeu, défensivement aussi, autant qu'offensivement. Moi je pense que c'était une bonne rencontre pour Chelsea, et un bon test avant cette rencontre face à City. Et que dire de City, que dire de cette future rencontre entre City et Chelsea, parce que ça va quand même être le plus gros match de la saison pour Chelsea. Chelsea, qui a battu il y a quelques semaines de cela City en FA Cup, pourrait peut-être recommencer ce soir, mais aussi dans quelques semaines encore. Et moi je pense que ça va être une rencontre très compliquée, parce que City, c'est une équipe très complète, sur n'importe quelle partie du terrain, que ce soit au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, que des joueurs expérimentés, que des joueurs avec un talent brut énorme.
va falloir faire très attention à leurs attaques. Je pense que ça c'est l'un des plus gros dangers. Des joueurs très rapides qui savent tirer au bon moment, même les milieux de terrain qui savent trouver l'opportunité qu'il faut pour aller dénicher un but au bon moment. Ça va être très compliqué pour Chelsea, et Chelsea va avoir du pain sur la planche avant ces deux rencontres. Mais je pense que c'est possible, et je pense que bon, c'est un peu avancé, il est un peu tôt pour dire ça, mais je pense que ça ira encore une fois au tir au but, mais ça va être une rencontre assez palpitante et très compliquée pour Chelsea. Donc d'ailleurs, comme Paul-Antoine l'a dit, Chelsea qui affronte Manchester City ce soir, étant donné qu'on tourne cette vidéo quelques minutes avant de la sortir, c'est-à-dire le samedi 8 mai au matin. On va parler un peu des ligues domestiques dans un instant, mais avant ça, déjà, je vais mettre une petite musique pour célébrer cette victoire de Chelsea. Voilà, donc cet hymne Blue is the color, j'espère qu'on entendra les supporters chanter ça lors de la finale de la Ligue des Champions, où tu pourras accueillir quelques fans à Istanbul ou à Aston Villa. Apparemment, Aston Villa a proposé Villa Park comme lieu pour la finale de la Ligue des Champions, étant donné que les déplacements en Turquie seraient assez compliqués avec la situation du coronavirus, étant donné que les deux clubs sont anglais, les supporters pourraient venir un peu plus tranquillement à Villa Park. Voilà, à voir. On en saura plus dans les jours à venir. Donc, comme je disais juste avant de passer aux ligues domestiques et à nos chroniques, un petit mot sur Eden Hazard. Je voulais savoir ce que tu as pensé de sa réaction après match. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, ça a fait un peu scandale, hein. On peut le dire. Eden Hazard, suite à une grosse défaite, sorti en demi-finale de la Ligue des Champions, on voit tous ses coéquipiers déprimés. Il a pas sorti la meilleure de ses performances. À chaque fois, il est blessé. Quand il revient, les supporters du Real Madrid l'attendent. Et il n'offre jamais ce qu'ils attendaient de lui lorsqu'il est arrivé en 2019. Et on le voit rire, mais vraiment, on dirait qu'il a remporté la finale carrément. Il est là en train de rire avec Kurt Zouma et Edouard Mendy. Est-ce que tu penses que la colère des supporters du Real Madrid était justifiée, et toi personnellement, qu'est-ce que tu as pensé de cette réaction? C'est vrai que c'est compliqué pour un de ces joueurs rire. Bon, avec l'équipe adverse, une fois que t'es éliminé, je pense que c'est compliqué. Mais hier soir, j'ai vu la réaction d'Eden Hazard sur les réseaux sociaux, qui s'est excusé auprès de son club, que il avait été souvent blessé, etc. Mais je pense qu'il faut pas le prendre d'une mauvaise manière. Il a retrouvé quand même ses anciens coéquipiers, et ça fait toujours plaisir de revoir ses anciens coéquipiers. Et c'est quand même des relations que tu t'es fait tout au long de ta carrière, et je pense que c'est compréhensible de le voir comme ça. Mais après, faut aussi savoir adopter l'état d'esprit de ton équipe, et l'état d'esprit qu'il fallait adopter, c'était soutenir son équipe lors d'une défaite. Et là, je pense que c'est pas acceptable, mais d'un autre côté, ça se comprend. Ça peut se comprendre, mais c'est pas acceptable. Parce que Eden Hazard est un joueur du Real Madrid, et qui doit soutenir son équipe quand elle est dans le mal, et surtout au vu de sa performance face à Chelsea ce soir, qui a été très très absent. Moi je pense que vraiment, il aurait fallu que Zidane, pour moi, Eden Hazard n'aurait jamais dû jouer ce match face à Chelsea. Parce que, la première raison, ça serait de dire qu'il n'était pas prêt pour un match comme ça, pour un match de Ligue des Champions, sachant qu'il n'y a rien de blessure, c'est tout. Personnellement, je trouve que ça montre vraiment pourquoi il n'est pas arrivé au niveau où on l'attendait dans les années entre 2015 et 2018. On disait ce sera le nouveau Cristiano Ronaldo. Il va remporter des ballons d'or, il va être au sommet du football européen. Et moi, je pense que ça se souligne par déjà Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont été les deux plus grands joueurs durant cette décennie et à la fin de l'année dernière. Leur détermination. Quand on voit l'élimination de la Juve par Porto, Cristiano Ronaldo, il y avait Pep de l'autre côté, des joueurs qui connaissent de l'équipe de l'équipe nationale du Portugal. Il aurait très bien pu aller se taper des barres avec les autres joueurs, mais non, lui c'est un compétiteur. Il ne voulait pas se faire éliminer,
et d'autant plus c'était en huitième de finale, donc c'est pas une aussi grosse élimination entre guillemets que sortir en demi-finale. Donc c'est là qu'on voit le contraste entre un joueur déterminé et un vrai compétiteur, et un joueur qui, comme on l'a vu au cours des saisons, on n'en parlait pas trop quand il était à Chelsea et encore moins à Lille, mais apparemment il donnait pas son maximum à l'entraînement, il n'était pas forcément au top de son jeu, il y allait comme ça quoi, au talent entre guillemets. C'est vrai qu'Eden Hazard, c'est un joueur qui n'a jamais exercé son plein potentiel. C'est un joueur qui aux entraînements ne donnait pas son maximum, comme tu l'as dit. Mais au-delà de ça, c'est un joueur qui a une hygiène de vie qui n'est pas non plus excellente. Quand tu vois un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, tu peux pas, même un Erling Haaland, quand tu vois ses entraînements physiques qu'il fait, Eden Hazard, c'est vraiment pas la même chose de l'autre côté. Hein. C'est compliqué. Hein. On avait vu certains témoignages du vestiaire de Chelsea à l'époque quand Eden Hazard jouait à Chelsea, mais moi ça m'avait choqué parce que Eden Hazard c'est un joueur de tellement bonne qualité et il a jamais eu la persévérance en lui, le trait de persévérance qui aurait fait de lui l'un des meilleurs joueurs. Et oui, comme tu disais, Cristiano Ronaldo, quand il a été éliminé en huitième de finale, il a su adopter cet état d'esprit, l'état d'esprit du club et soutenir son équipe quand elle était dans les mauvais moments. Et c'est ça qui m'a choqué chez Eden Hazard, et c'est pas acceptable. Même si ça peut se comprendre parce qu'il retrouve son ancien club, c'est pas acceptable non plus, tu vois. Bon, on va arrêter de s'en prendre aux Belges. On verra sa performance lors de la fin de cette saison de Liga, et on en parlera également lors de l'Euro, évidemment. On va maintenant passer aux différentes ligues domestiques. Un petit mot déjà pour commencer, étant donné que Thomas n'est pas là, je vais vous parler très rapidement de la Serie A, où l'Inter a été couronné champion pour la première fois depuis 2010. Depuis 2010, quand José Mourinho était là et qu'ils avaient également remporté la Ligue des Champions. Ça faisait quand même, si je peux rajouter quelque chose, ça faisait depuis 2011 qu'une autre équipe n'avait jamais gagné, qu'aucune équipe n'avait gagné la Serie A, la Scudetto, à part la Juventus. La Juventus. C'est quand même quelque chose d'important à préciser, et c'était quand même quelque chose de grand. Justement, en parlant des Bianconeri, le gros match de ce week-end, demain, Juventus contre l'AC Milan, qui va être un énorme match, étant donné que l'Atalanta, la Juve et Milan sont à égalité de points à 69 entre deuxième et quatrième. Ils essaient de se qualifier pour la Ligue des Champions, ils veulent surtout pas aller en Ligue Europa. Il y a Naples qui sont juste derrière eux à 2 points. Donc l'équipe qui perdra demain entre ces deux-là va avoir du mal dans cette fin de saison pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment le match phare de cette journée de Serie A. Donc Paul-Antoine, je vais te laisser donc parler de ta chronique de la Liga, nous présenter comment va se dérouler cette journée qui est assez importante, et également quelle est la situation en Espagne. Alors, si on fait un petit point sur la situation en Espagne d'abord, on remarque que l'Atlético est premier du championnat avec seulement 2 points d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid. Enfin, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée ? Alors, sur cette journée, on va avoir un Barça Atlético. Le vainqueur de ce match passe premier du championnat. Soit reste premier, soit passe premier. Et moi, je pense que le Barça peut le faire, mais que ça va être très compliqué. Ensuite, on a un Real Madrid-Séville. Alors, un Real Madrid-Séville, si le Real perd, alors là, ça va être très compliqué pour aller chercher la Liga cette saison, mais c'est pas impossible. Il va falloir voir comment ça avance. Et du côté du championnat, finalement, du côté de la qualif pour l'Europa League ou encore pour la relégation, enfin pour le maintien en Liga, on a un Villarreal qui peine quand même à se mettre en place pour l'Europa League. Ça va être très compliqué. Ils ont un match de retard, ils sont à 52 points, ils sont à 4 points derrière donc la Real Sociedad, mais c'est possible. Unai Emery est en finale de l'Europa League, à l'heure où je parle, et il peut peut-être aller chercher une qualification en Champions League. Maintenant, pour le maintien en Liga, on voit que USK et Elche, ils sont à 1 point derrière Alaves et le Real Valladolid. Donc ça va être une grosse bataille entre ces 4 équipes qui vont aller chercher le maintien, mais les matchs à retenir de cette journée, c'est Barça Atlético et Real Madrid Séville, qui vont être vraiment très importants pour savoir qui va être champion d'Espagne cette saison. Et si on fait un tour du côté des joueurs de la saison, je pense que faut souligner
une très grosse saison de la part de Gérard Moreno parce que 25 buts et passes décisives, 25 contributions sur ce championnat. Moi, je m'attendais pas à ça de Gérard Moreno, qui est un très très bon joueur et qui a permis à Villarreal de se qualifier qui a permis à Villarreal d'arriver à là où il en est aujourd'hui finalement. Donc voilà. Très bien, donc on va également parler de la Ligue 1, donc c'est encore à toi Paul-Antoine. Je te laisse parler donc de Ligue 1. Ah oui, Vas-y. Très très corsé ce championnat aussi au niveau de sa fin de saison, une fin de saison très intéressante. Et hier, Lille a pris une option pour le championnat de France et se retrouve en tête. Et le PSG qui va affronter Rennes ce soir à 21h. Ils sont à 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et ça devient très compliqué pour le Paris Saint-Germain d'aller chercher la Ligue 1 cette saison. Je sais pas comment ça va se dérouler la fin, mais si Paris perd ou si Paris fait un nul, je pense que Paris peut dire adieu à la Ligue 1 Uber Eats cette saison. Mais ce qui va être intéressant pour la fin de cette saison aussi, c'est la qualification en Champions League ou Europa League. Bon, pour l'Europa League, ça va jouer. En fait, finalement, ça va jouer entre Monaco et Lyon. Si Monaco perd des points facilement, donc sur cette journée-là, voire Lyon, tout peut jouer là. Tout peut jouer là. Et moi, je pense que moi, je vis à Lyon, donc j'essaie un peu d'adopter d'adopter Lyon comme un club de cœur, mais j'espère que Lyon va aller en Champions League l'année prochaine et finalement je pense que c'est possible. Il faut juste qu'ils se maintiennent et que Monaco perde des points. Mais si les rencontres intéressantes de cette journée-là, ça va être Reims-Monaco, Rennes-Paris Saint-Germain et pour la fin de cette journée, ce sera je crois que ce sera Lyon-Lorient ou voilà. Très bien, alors moi je vais vous donner un peu les infos sur la première ligue, qui certes n'est peut-être pas aussi intéressante qu'une ligue telle que la Liga en ce moment au niveau de la course pour le titre, étant donné que c'est quasiment bouclé. On sait tous que Manchester City sera couronné champion pour la 7e fois de son histoire, mais on a quand même une course vers le top 4 qui est assez impressionnante. Manchester United toujours deuxième avec 67 points, Leicester juste derrière à 63, mais il faut savoir que Manchester United a quand même 2 matchs de retard sur Leicester, donc ils pourront grimper quand même en termes de points et augmenter cet écart. On a Chelsea qui est juste derrière Leicester à 61 points, on l'a vu hier soir. Leicester s'est fait surprendre par Newcastle, ils ont perdu 4-2 face au 13e du championnat. Ils ont perdu à domicile et c'était vraiment une défaite horrible pour eux, étant donné que si ce soir Chelsea l'emporte face à Manchester City, ça va être un match, comme on l'a dit tout à l'heure, extrêmement difficile. Chelsea peut passer devant Leicester et Leicester serait donc en difficulté avec West Ham qui va également grimper, qui va ne faire que grimper. Ces dernières journées vont être extrêmement intéressantes avec des matchs comme West Ham-Everton. Everton qui n'a vraiment pas été mauvais cette saison, même si en début de saison on disait ils peuvent aller chercher le titre. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il nous reste des matchs comme Manchester United-Leicester, Chelsea-Arsenal, c'est quand même des gros matchs. Manchester United-Liverpool qui évidemment a été annulé avec l'envahissement des supporters sur le terrain d'Old Trafford. Donc il nous reste des gros matchs et nous, supporters de Chelsea, on remarque que notre calendrier est extrêmement lourd. Manchester City ce soir, on aura également 3 jours plus tard, il me semble que c'est 3 jours, 3 jours plus tard on aura Arsenal, encore 3 jours plus tard la finale de la FA Cup contre Leicester, ensuite on affronte Leicester en première ligue, Aston Villa qui est une très bonne équipe cette saison, et enfin la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est très 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 chargé pour cette fin de saison qui s'avère extrêmement intéressante. Et évidemment Liverpool toujours 7ème, une saison extrêmement décevante pour eux. Avec une victoire ils peuvent essayer de dépasser Tottenham étant donné qu'ils ont un match de retard, mais personnellement je ne les vois pas atteindre la Ligue des Champions. Je sais pas ce que t'en penses, Paul-Antoine. C'est vrai que là ça paraît compliqué, sachant que Liverpool est à quand même vraiment 7 points de la qualification de la Ligue des Champions. Maintenant, pourquoi pas aller chercher une place en Europa League? Je pense que c'est plus important pour eux. Et faudra pas se retrouver en Conference League parce que là c'est encore pire que tout. Je pense que là, faut au moins aller chercher la place pour l'Europa League.
Et c'est encore possible. Ils sont à 2 points derrière Tottenham et à 4 points derrière West Ham. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien, enfin, personnellement, de mon point de vue supporter, j'aimerais bien voir c'est plus compliqué, hein, mais un Everton West Ham en Europa League et un Tottenham Liverpool en derrière parce que je veux des nouvelles équipes dans les championnats européens et je veux du renouveau et c'est ce qui peut se passer même si Everton est quand même à 4 points derrière Tottenham avec un match de retard, on le rappelle. Ouais, ce serait pas mal de voir en Europa League West Ham, Everton avec Dortmund également, qui a du mal en Bundesliga. Mais qui est seulement à un point, de Francfort, oui, c'est vrai. Mais ouais, donc comme vous l'avez dit la semaine dernière avec Thomas, Bayern sûrement champion, hein. Ça va devenir un running gag. Donc maintenant, on va passer à la section spéciale de cet épisode, une tier list. Vous nous direz dans les commentaires sur YouTube si vous voulez qu'on en fasse à nouveau. Et d'ailleurs, j'en profite pour caser la petite pub. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne manquer aucun nouvel épisode de The Extra Time. Chaque semaine, normalement, s'il n'y a pas de problème. Également sur toutes vos plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, tout ce que vous voulez. Donc, pour YouTube, je mettrai donc à chaque fois que l'on place un nouveau joueur dans cette tier list ou qu'on change sa position au cours du temps, je vous montrerai l'image qui évolue. Pour les autres, on va expliquer on va le faire bien explicitement. On va vous dire tout ce qu'on va faire. Donc, on a 5 niveaux. On a les prochains 6, étant donné qu'on sait qu'il y aura 6 nouvelles entrées dans la Hall of Fame de la Premier League dans quelques semaines. Bientôt signifie que les prochains après les 6 à venir, ce sera eux. Plus tard, ça veut dire qu'ils vont devoir attendre un peu. Va falloir attendre un peu plus quand même. Et enfin, la dernière, ce sera bon. Voilà, on va pas trop en parler non plus. Évidemment, pendant toi et moi, on a commencé à suivre le football. On connaît pas les joueurs des années 90. On a fait quelques recherches sur ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, etc. Donc peut-être que ce ne sera pas entièrement correct ce qu'on a fait. Après, c'est notre avis, c'est par rapport aux joueurs que nous on a vu jouer et par lesquels on a été impressionné ou non. Donc on vous donnera notre avis là-dessus. Forcément, pour les joueurs dont on n'a pas trop entendu parler au cours de notre entre guillemets carrière de supporter, on a essayé de voir ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, les compétitions qu'ils ont remportées, les trophées individuels également. Donc on va vous parler de tout ça. Donc, Paul-Antoine, est-ce que tu es prêt à commencer ? Je suis extrêmement prêt. Parfait. Donc, le premier joueur, c'est Robin van Persie, un joueur qu'on connaît. Donc, je vais te laisser donner ton avis en premier. Alors moi, si je devais mettre Robin van Persie, je pense que je le mettrais dans. En vrai, je le mettrais quand même dans bientôt, parce que Robin van Persie, c'est un joueur que je tiens à cœur, même s'il n'a pas joué dans mon club favori, c'est quand même un joueur qui m'a marqué l'esprit quand j'étais petit. Au-delà de ça, la Coupe du Monde 2014, c'était magnifique face à l'Espagne. Là, c'était le summum de ce qu'il pouvait faire. Alors oui, mais justement, Paul-Antoine, je me permets de te couper 2 secondes. C'est Première Ligue, donc c'est uniquement sur ce qu'il a remporté au cours de. C'est un résumé de Robin van Persie. Évidemment que c'est un joueur qui m'a marqué, mais là, moi, je pense que ça doit se mettre dans bientôt. Moi, c'est un joueur qui rentrera bientôt dans le Hall of Fame. Peut-être pas maintenant, mais bientôt. Alors, je vais le mettre dans bientôt pour l'instant. Mais il se peut qu'avec les joueurs qui restent, parce qu'il y a quand même des gros joueurs, qu'ils redescendent, on verra. On est limité à certains joueurs par tir. Évidemment, on a 23 joueurs, on en aura 6 dans le premier. Donc on essaiera de voir combien on en mettra dans les autres. Le prochain, c'est Patrick Vieira, défenseur de l'équipe de France et d'Arsenal. Où est-ce que tu le placerais, toi ? Moi, je pourrais le mettre dans les prochains 6, potentiellement. Personnellement, je le mettrais au-dessus de Robin van Persie, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses de le mettre dans les prochains 6, étant donné qu'il a été vraiment exceptionnel au cours de sa carrière à Arsenal. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Patrick Vieira, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs que le football n'ait jamais connu.
saison 2004 avec Arsenal, si je me souviens bien, c'est les Invincibles. Oui. Donc forcément pour moi, Patrick Vieira vient dans les prochains 6. Comme j'ai déjà dit, on a des gros joueurs à venir, hein, donc peut-être qu'on devra en descendre. Oui, évidemment, ça va voilà. évoluer, mais je pense que Patrick Vieira, quand même, si on regarde bien ce qu'il a fait, ça reste quand même les Invincibles. Le prochain, c'est Ian Wright, un joueur de Arsenal également. On a beaucoup de joueurs d'Arsenal, là, pour l'instant, que des joueurs d'Arsenal. Ça me fait pas trop plaisir, personnellement. Donc, Ian Wright, je le mettrais pas au niveau de Patrick Vieira, évidemment. Robin Van Persie, peut-être. C'est que pour moi, Ian Wright, c'est une première ligue, et c'est pas suffisant pour le mettre maintenant. Peut-être plus tard, parce que c'est quand même une première ligue, évidemment. Faut bien relater les faits, mais je pense que va falloir attendre. Est-ce que tu te sens à l'aise de le mettre en dessous de Robin Van Persie? Oui, bien sûr, moi je suis totalement à l'aise, mais c'est soit plus tard, soit va falloir attendre. Mais pour l'instant, okay. je suis plus de cet avis-là. Michael Owen, Manchester United, le premier joueur de Manchester United, là, il obligatoirement dans une des 2 premières tiers, je pense. Alors, c'est vrai que Michael Owen, c'est quand même un ballon d'or 2001. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Je pense que pour moi, c'est soit prochain 6, soit bientôt. C'est vrai que pour l'instant, je le mettrais bien dans prochain 6, mais à voir avec les joueurs qui suivent. Ok, pas de souci. Bon, le prochain, on le connaît. Le prochain, on l'adore. Le prochain, il nous a fait vibrer. C'est Didier Drogba, la légende ivoirienne. Alors, Didier Drogba... Bien. Je suis désolé, mais... Oui, en étant réaliste, ouais. Si on doit être vraiment réaliste, mec, on ne peut pas le mettre dans les prochains 6. Évidemment. C'est parce que ça a été l'un de nos joueurs qui nous a fait le plus vibrer, surtout en Ligue des Champions. Mais c'est pas non plus le plus grand joueur d'un club, le joueur qui a su nous faire... si, mais en même temps... On en parlera plus tard de ce fameux joueur, mais pour l'instant, Didier Drogba, si on veut être réaliste, il y a eu des meilleurs joueurs que lui en première ligue, donc est-ce que tu es d'accord pour le mettre dans bientôt? Oui, moi je suis d'accord pour le mettre dans bientôt, évidemment. Très bien. Ok, alors le premier joueur, donc on va... le premier c'était Robin Van Persie, mais le prochain, ce sera Nemanja Vidic. Nemanja Vidic, c'est évidemment dans les prochains 6. Pour moi, c'est la qualité. Enfin, c'est un défenseur, c'est Nemanja Vidic. Tu vois, le premier nom qui me vient en tant que défenseur, c'est Nemanja Vidic. Alors c'est vrai. Carlos Puyol, évidemment, mais celui qui représente la défense de première ligue, pour moi, t'as Nemanja Vidic, Patrick Vieira, etc. Mais c'est vraiment, c'est comme si on parlait un peu de comparaison entre un défenseur de Liga, un défenseur de Liga qui m'a marqué, un défenseur de PL qui m'a marqué, Carlos Puyol pour la Liga, Nemanja Vidic pour la première ligue. Alors, il y a des défenseurs que je vois qui pour moi ont plus marqué que Vidic. On en parlera plus tard. Mais il y en aura d'autres qui oui. Dans mon cœur, ont plus marqué. Qui ont plus marqué la PL que d'autres. Mais Nemanja Vidic, si on est réaliste quand même, c'est un très grand joueur. C'est un très très grand joueur. Je le laisse dans les prochains 6 pour l'instant, mais pour moi, il descendra. On en a trop dans le prochain 6, sachant que en voyant les joueurs qui vont arriver... Je pense que ça va évoluer. Ouais, c'est clair. Le prochain, c'est Eric Cantona, qui déteste Crystal Palace, évidemment. Eric Cantona... franchement, je sais pas où le placer. C'est vrai qu'Eric Cantona, c'est compliqué. C'est quand même une LDC, des championnats, 3e au Ballon d'Or. C'est pas important la LDC dans ce classement, je tiens juste à le préciser. Non, mais c'est vrai, mais c'est un palmarès quand même. Ça reste un palmarès quand même. Ça fait partie du joueur, tu vois. Et je pense que, en vrai, pour moi, c'est dans bientôt. Ouais, c'est dans bientôt. Bientôt, pour l'instant. Ouais. Je le répète à chaque fois, mais pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, évidemment. Roy Keane. On aime bien, il est drôle, Roy Keane, on aime bien. Oh là là. Et c'est difficile parce que forcément dans une Hall of Fame on aura tellement de grands joueurs, mais c'est difficile de les comparer, quoi. C'est très compliqué de le mettre. Roy Keane, je serais d'avis de le mettre dans bientôt et de descendre Didier Drogba dans plus tard. Tu descendrais Didier Drogba et tu laisserais Robin Van Persie en bientôt? Honnêtement, en vrai, on pourrait descendre les deux dans plus tard. On pourrait descendre les deux dans plus tard et laisser
laisser Roy Keane et Eric Cantona dans bientôt. Parce que c'est pas des joueurs du même échelon, je pense. D'accord, ok, bah c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis Didier Drogba et Van Persie en plus tard. Ils rejoignent Ian Wright. Ian Wright. En bientôt, on a donc Eric Cantona et Roy Keane. Et dans les prochains 6, pour l'instant, on a Michael Owen, Patrick Vieira et Nemanja Vidic. Donc voilà. Le prochain joueur, je suis désolé. Là, il va direct dans les prochains 6. C'est obligatoire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va dans les prochains 6, n'ayant jamais remporté une première ligue. Ah ouais, mais est-ce qu'il va vraiment... Mais parce que là, encore une fois, tu m'as dit tout à l'heure que la Ligue des Champions ne comptait pas. Oui, mais c'est le joueur aussi. Steven Gerrard, c'était un boss du milieu de terrain en première ligue. C'est un gros débat, ça, Steven Gerrard, pour moi. Parce que, autant, tu mets Frank Lampard là-dedans, dans les prochains 6, je te dis... Spoiler. Parce que PL, etc., évidemment. Mais Steven Gerrard, le fait qu'il n'ait pas gagné de première ligue, est-ce qu'il va vraiment directement dans les prochains 6 ? En fait, c'est vraiment la question que je me posais, parce que moi, en fait, ça me choque un peu qu'un joueur de ce calibre, de cette puissance, Steven Gerrard, on parle quand même de Steven Gerrard. Pour moi, ça va dans bientôt. Parce que, il n'y a pas de PL, il n'y a pas de PL pour ce joueur, et c'est ça qui m'attriste, c'est tellement triste pour lui, et c'est ça qui le fera pêcher toute sa carrière de joueur, en fait. Parce que, on peut dire il a gagné une LDC, etc., mais ça compte pas dans ce classement. Ça compte pas dans ce classement, même si ça fait partie de l'importance du joueur, ça ne compte pas dans le classement, et c'est pour ça que, pour moi, ça va dans bientôt et pas maintenant. Franck Lampard, parce que Franck Lampard, il a les PL, la LDC, il a tout. Tu parlais de Franck Lampard, il était censé venir après, donc on va le mettre tout de suite, on va le mettre dans les prochains 6, ça c'est évident. Peut-être que certains diront que c'est parce qu'on est supporter de Chelsea, peut-être, mais objectivement, c'était un joueur exceptionnel. Il est arrivé deuxième au Ballon d'Or également, je suis désolé. C'est le plus grand joueur de l'histoire de notre club, qui est quand même le plus grand club des dernières années en Première Ligue, même si vous allez me dire que c'est Manchester City, non. Donc, Steven Gerrard et Frank Lampard, il y a eu de nombreux débats entre eux, je suis désolé, mais c'est un peu les Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, pas au même niveau, mais au niveau du milieu de terrain, il y a souvent eu ce débat. c'est pas le même niveau, mais il y a toujours eu ce débat entre ces deux joueurs, et pour moi, on peut pas en mettre un au-dessus de l'autre. En fait, pour moi, je pense qu'on peut en mettre un au-dessus de l'autre parce que, il y en a un qui a tout gagné quasiment. Il y en a un qui a tout gagné, il y en a un autre qui a pas tout gagné. Et c'est ça qui lui pêchera toute sa vie. Steven Gerrard n'a pas gagné de première ligue. Et en fait, j'ai beau le répéter, à maintes et maintes reprises, le fait est que Steven Gerrard n'a pas gagné la première ligue et que le fait qu'il n'ait pas gagné le championnat anglais, ça devient compliqué pour lui de rester au même niveau que Frank Lampard, parce que si on fait une comparaison de joueur à joueur, en termes de buts, Frank Lampard en a marqué plus. En étant milieu de terrain, les deux sont milieu de terrain, donc ça peut se comparer. Si tu me parlais d'un attaquant qu'on compare à un défenseur, si tu dis que l'attaquant a marqué plus de buts que le défenseur, c'est logique. Et là, c'est deux milieux de terrain qui jouaient quasiment au même poste, qui avaient quasiment le même rôle dans leurs équipes respectives. Frank Lampard a marqué plus de buts. Frank Lampard, je crois, a fait moins de passes décisives. Mais Steven Gerrard avait une manière de contribuer au jeu qui était un peu plus importante que Frank Lampard. Frank Lampard a gagné Ligue des Champions, arrivé 3e au Ballon d'Or. Derrière lui, il y avait Steven Gerrard et a gagné une PL. Contrairement à Steven Gerrard. Il n'est pas arrivé 2e au Ballon d'Or, justement ? Il me semble qu'il est arrivé 2e, derrière Ronaldinho, en 2005. Ah, peut-être. Mais pour moi, il était arrivé derrière Frank Lampard à ce moment-là. Oui. Je vais revérifier tout de suite. Donc, Pour moi, Frank Lampard est au-dessus, est légèrement au-dessus, mais quand même au-dessus. Tu vois. Et c'est pas... Je suis obligé de le dire, tu vois, c'est pas parce que je suis supporter de Chelsea, c'est parce que c'est la vérité. Au bout d'un moment, non, tu vois, Frank Lampard devant et Steven Gerrard derrière. Pour moi, c'est obligé, tu vois. Ouais, donc c'était bien Ronaldinho en 2005 qui a remporté le Ballon d'Or et Frank Lampard derrière lui et juste derrière Steven Gerrard. Donc, si tu veux, je suis d'accord avec toi, mais je faisais de concession uniquement à cause de ton argument qui est très valide, du fait qu'il n'a pas remporté de Première Ligue, mais je le garderai au top de bientôt. Ah, mais bien sûr, voilà. Parce que pour moi, Steven Gerrard est un joueur remarquable, évidemment. Ensuite, on a un autre joueur d'Arsenal, ça commence à m'énerver, c'est Tony Adams. Tony Adams. On le connaît pas aussi bien que les autres, il ne fait pas partie de la même génération.
c'est compliqué, hein, c'est compliqué de remarquer ce genre de joueur parce que il a quand même évolué dans les années 90, 90 jusqu'à 2002, mais c'est compliqué, tu vois, de se référencer sur ce genre de joueur. Moi, je suis d'avis, en fait, je suis d'avis de pas pouvoir le classer parce que je connais pas assez bien le joueur. Je pense que je connais pas assez bien le joueur et qu'on doit le laisser dans la tier list parce que sinon ça serait pas objectif de le juger sans savoir ce qu'il a apporté au football. Alors pour l'instant, on va le mettre dans va falloir attendre. On verra après parce que on sait des joueurs comme Ian Wright qu'on n'a pas forcément vu non plus, Eric Cantona qui était également des années 90, mais on a plus entendu parler d'eux. Ils ont quand même plus marqué qu'un joueur comme Cantona. Parce qu'il est français, tu vois. Oui, mais il est français. Évidemment, c'est un peu plus facile d'entendre parler de... Moi personnellement, qui ai grandi pendant pas mal de temps en Angleterre, j'entendais quand même beaucoup parler de lui. Donc il a marqué plus qu'un joueur comme Tony Adams à mon avis. Donc pour l'instant on va le laisser dans va falloir attendre. Bon, le prochain là c'est pas possible, va falloir en descendre de prochain 6 parce que là c'est compliqué. on parle de grands défenseurs de première ligue avec Patrick Vieira et Nemanja Vidic, mais tu peux pas les avoir tous les deux en prochain 6 sans avoir John Terry. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Si on devait faire une équipe type de la première ligue avec une défense à 4, c'est vrai que ça serait compliqué de pouvoir mettre John Terry, Patrick Vieira et Nemanja Vidic. C'est vrai qu'il y en a un qui doit descendre. Il y en a un qui doit descendre dans bientôt, mais honnêtement, je sais pas qui doit descendre parce que t'as quand même Patrick. Tu sais quoi, Paul-Antoine, je vais être un peu méchant là. Je vais rajouter Rio Ferdinand. Oui, comme ça. Si on rajoute Rio Ferdinand, là, va falloir faire un gros choix. Là, faut décider qui va descendre entre ces quatre-là. Entre Patrick Vieira. Pour moi, c'est Nemanja Vidic qui descend parce que Rio Ferdinand est quand même un peu plus impressionnant que Nemanja Vidic parce que Rio Ferdinand, c'est quand même la figure de Manu. Ok, donc on a déjà descendu Nemanja Vidic sur bientôt, mais il nous reste quand même Patrick Vieira, Frank Lampard et Rio Ferdinand. On peut pas garder ces trois défenseurs-là, étant donné qu'on voit là en bas les joueurs qui restent. On va en avoir là-dedans. Ah, quoique, franchement, je sais pas s'il y en a 3 autres. Bon, pour l'instant, on va continuer et on verra par la suite. Robbie Fowler, légende de Liverpool, hein, on rappelle. C'est vrai, Coupe de l'UEFA en 2001, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de le classer, je pense que c'est dans plus tard pour moi. Hein. Plus tard aussi, ouais. Non, mais je suis d'accord. Je vais pas débattre. Hein. On le rappelle, plus tard, c'est pas mauvais. Hein. On a quand même Didier Drogba et Robin Van Persie, ainsi que Ian Wright dedans. C'est vraiment pas une mauvaise tire. Hein. Je tiens à le préciser. Ouais. On a Andrew Cole. Je pense qu'on va le rajouter dans va falloir attendre. Ouais, c'est vrai qu'Andrew Cole, moi je connais pas très bien parce que j'ai pas non plus. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi je pense que va falloir mettre Andrew Cole dans va falloir attendre. Ouais. On le rappelle, hein, c'est 23 joueurs qui ont marqué la première ligue. C'est pour ça qu'ils sont dans la Hall of Fame. Même si on les met tout en bas, ils ont quand même marqué le football anglais. Ensuite, on a Sol Campbell. C'est un gros défenseur. C'est un grand défenseur d'Arsenal. Faut le mettre dans plus tard pour moi. Hein, on peut pas le mettre dans va falloir attendre. En fait. Tu penses ? Ouais, je pense. Ah, c'est compliqué là. Ça devient compliqué. Non, j'aurais mis dans va falloir attendre. Ah, c'est vrai parce qu'on a 5 joueurs dans les prochains 6. On a la place que pour un autre. Bientôt, on en a 4. Plus tard, on en a 4. Il va falloir attendre, on en a 3. Et dans bon, on n'a rien du tout. Donc, faut faire des choix, faut faire des concessions. Peut-être que ça va arriver. Ok, donc ensuite, on a qui ? Les Ferdinand. Les Ferdinand. Bon. Notre premier bon, quoi. Ouais, je pense que ça va être notre premier bon. Déjà, il a le maillot de Tottenham, là. Ça me fait pas plaisir. Plus sérieusement. Au vu des joueurs qu'on a ici, on peut pas se permettre de le mettre plus haut. Évidemment. Ok. Je suis totalement d'accord. Matthew, c'est mon nom. Hein. Voilà. Matthew le Tissier. Moi c'est dans bon aussi. Bon aussi. On n'a pas beaucoup à commenter sur certains joueurs. Après, encore une fois, on est jeune. Hein. On a 18 ans. On est jeune et on n'a pas cette capacité de. Enfin,
on n'a pas vu les matchs qu'il a effectués dans son club, et c'est une légende de Southampton. Mais je connais pas assez bien Mathieu Le Tissier pour pouvoir juger de sa capacité à faire changer un match, à faire tourner une rencontre, etc. Tu vois. Bah, d'ailleurs, on va le comparer aux prochains joueurs sur la liste, aux 2 prochains joueurs qui ont évolué à Manchester United, et malgré le fait qu'ils ne fassent clairement pas de la même génération que la nôtre, on en a entendu parler, et ça en dit long sur leur carrière, Paul Scholes et Peter Schmeichel. Donc Paul Scholes, franchement, je le mets dans vraiment le top de bientôt, même devant Steven Gerrard, je dirais. Parce que je pense qu'il n'atteindra pas les prochains 6, mais il sera le prochain sur la liste après. C'est vrai, je pense que t'as raison, mais en vrai, moi je mettrais quand même Steven Gerrard devant. Steven Gerrard devant. Ah, après c'est une tier list, on n'est pas censé mettre les... Paul Scholes, il a cet avantage quand même d'avoir quand même gagné une première ligue, tu vois. Par rapport à Steven Gerrard, ouais. Toi, ça joue beaucoup. C'est vrai que ça joue beaucoup. En fait, on est en train de faire une tier list sur les Hall of Fame de la première ligue, et on parle quand même d'un joueur qui est remarquable, mais qui n'a pas gagné de première ligue. C'est vrai. Donc, comme je disais, Peter Schmeichel, le seul gardien dans cette Hall of Fame. J'aurais bien aimé voir Peter Cech, mais bon, pas grave. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis de le mettre dans les prochains 6? Peter Schmeichel, je pense que ça doit y aller. Hein. Peter Schmeichel, c'est l'un des plus grands gardiens de Man U, et je pense que c'est obligé pour moi de le voir là-haut. Ouais, je suis d'accord. Donc, bon, les 3 joueurs restants, ce sont des grands joueurs. Même si je pense qu'il y en a un qui n'atteindra pas les prochains 6, qui sera même pas dans le débat pour les prochains 6. Les 2 autres peuvent être dans le débat, donc ça va être compliqué, étant donné qu'on a déjà rempli les 6 positions avec Michael Owen, Patrick Vieira, John Terry, Rio Ferdinand, Frank Lampard et Peter Schmeichel. Le prochain dont on va parler, c'est Bex, David Beckham. David Beckham. Mais c'est dur. Hein. C'est très dur, parce que David Beckham, il faudrait quand même mis dans les prochains 6, parce que quand tu parles d'un milieu de terrain David Beckham, que tout le monde connaît, c'est David Beckham, tu vois. Mais en même temps, en vrai, je serais c'est compliqué. En vrai, je serais David de le remplacer, de mettre Michael Owen de mettre David Beckham à la place de Michael Owen. À la place de Michael Owen. Et Michael Owen, on le descend dans bientôt, parce que David Beckham, pour moi, Pardon. Ah ouais, mec. Alors, il me semble que dans toute cette liste, peut-être que je fais erreur, mais il me semble que Michael Owen est le seul individu qui a remporté un ballon d'or. David Beckham. Oui, mais David Beckham, certes, il a fait de grandes choses, mais il n'est pas resté à Manchester United toute sa carrière. Il est parti au Real, il a fait d'autres choses, il est parti au Paris Saint-Germain. Tout ce qu'il a fait n'était pas en première ligue. C'est vrai qu'il c'est vrai que c'est compliqué, mais... La Ligue des Champions qu'il a remportée, c'était pas avec bon, je sais que la Ligue des Champions ça compte pas, mais les plus gros moments de sa carrière, c'était pas forcément Manchester United, tu vois ce que je veux dire ou pas? On parle beaucoup de David Beckham, mais il a beaucoup fait parler de lui également dans les médias, avec son couple avec Victoria Beckham qui a beaucoup fait parler lors de sa carrière. Il était très connu il était très médiatisé, mais même aujourd'hui, on entend beaucoup parler de lui au niveau média, plus qu'au niveau footballistique. C'est ça qui me fait dire que peut-être qu'il mérite pas sa place dans les prochains 6. Est-ce que tu comprends ma position? Je comprends ta position, mais en même temps, David Beckham, c'est quand même un joueur qui a un milieu de Manchester United qui a été incroyable tout au long. Même s'il n'a pas que joué à Manchester United, c'est quand même un joueur qui était incroyable. Moi, c'est un truc qui marque de David Beckham, c'est son but. Je sais plus face à quelle équipe, mais du milieu de terrain, le mec il lâche sa meilleure frappe et ça rentre dans les buts, tu vois. C'est quand même incroyable. C'est un peu. Bon, je tiens juste à dire que David Zappacosta également en phase de poule avec les champions, il a marqué un gros but. Et je tiens à préciser quand même que David Beckham, c'est quand même 2e au Ballon d'Or en 1999 quand il était à Manchester United. Il y en a des 2e au Ballon d'Or. Ouais, Steven Gerrard, Frank Lampard, c'est vrai. Bon, ok, pour moi on peut le mettre dans bientôt ou voir dans plus tard. Mais c'est vrai que pour moi David Beckham c'est quand même. Ok, on le met dans bientôt. Bon, vraiment le top de bientôt, la crème de la crème de bientôt, la crème de la crème, c'est David Beckham, Paul Scholes et Steven Gerrard. Hein. C'est vraiment évidemment ceux qui arriveront après les prochains 6. Le fameux hollandais Dennis Bergkamp.
Bon, Ah, c'est compliqué. on va être réaliste. Quand on voit les joueurs qu'il y a ici, je me sens pas à l'aise de le mettre là. Je vais le mettre dans le bientôt. Ça te va ou pas? Toi, Ouais. ça te va? Ok. Bon, le dernier, on l'adore. Pour moi, le meilleur latéral gauche de l'histoire de la Première Ligue. Et même, ouais. Cristiano Ronaldo l'a dit, c'était son adversaire le plus difficile de sa carrière, le plus gros adversaire qu'il ait jamais dû affronter. Ashley Cole, malgré le fait que je pense pas qu'il mérite sa place dans les prochains sites, je suis désolé. Je le mets dans bientôt. En vrai, Qu'est-ce que t'en je l'aurais penses? peut-être mis dans. C'est vrai que c'est le meilleur latéral, mais. Ouais, c'est vrai que dans bientôt, moi, ça me va. Bientôt. Donc là, va falloir changer un peu, parce qu'on a nos 6 dans le prochain 6. Est-ce que t'es content avec ces 6 là? Est-ce que t'es content avec ces 6 là dans les prochains 6? Ces 6 là, je suis très content. Ok, donc va falloir changer, parce qu'on a que 2 joueurs dans Bron, 3 joueurs dans Va falloir attendre, 4 joueurs dans plus tard, et on a quand même 8 joueurs dans bientôt. Va falloir en descendre. Ouais, là, ça va pas, là. Ça va pas. Qu'est-ce que tu penses de descendre Ian Wright déjà en Va falloir attendre? Ouais, je suis d'accord. Ça nous fait quand même une team full Arsenal dans Va falloir attendre, ça fait plaisir pour moi. C'est dommage qu'il n'y ait pas des joueurs de Tottenham, mais Tottenham n'a rien de bon. Forcément, c'est très facile pour eux de ne pas être dans ce classement. Bah, il est dans bon, le seul joueur de Tottenham. Ah oui, c'est vrai, il a joué à Tottenham, j'avais oublié. Mais c'est tellement. Ouais, ça se remarque tellement pas que finalement, voilà. Donc, ces 4 là pour moi ils restent dans bientôt. David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard et Ashley Cole, je le précise parce qu'il y a certaines personnes qui ne verront pas la tier list. Mais parmi ces 4 là, c'est-à-dire Dennis Bergkamp, Vidic, Cantona et Roy Keane, qui descends-tu? Toi. Vous remarquerez que je fais pas mal de concessions aujourd'hui. C'est vrai que moi, ça m'attriste parce que vu ce que j'ai pu dire sur Nemanja Vidic, de le descendre dans plus tard. C'est vrai. Mais après, faut savoir pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube, même s'il n'y a pas trop à regarder à part juste cette image, Paul-Antoine est très abusif parfois dans ses réactions. Alors ce joueur, il est absolument exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez vous habituer au cours du temps. Donc Paul-Antoine, est-ce que tu veux descendre Vidic en plus tard? Allez, on descend Vidic dans plus tard. N'oublie pas quand même, on a Drogba dans plus tard. Hein. Donc, pour que Drogba soit dans plus tard, c'est pas nul. Et je pense qu'il faut aussi descendre un dernier joueur. Là. Je te laisse faire le choix pour le dernier joueur. Je me mouille pas parce que là j'ai déjà fait. là c'est bon pour moi. Oh là. On a trop de joueurs de Manchester United. Il va falloir descendre Manchester United. Dans le prochain 6, on en a 3. Dans bientôt, on en a 4. Ouais, mais Manchester United est la plus grosse équipe d'Angleterre. De l'histoire. Oui, c'est vrai, mais même. Ça me saoule. Non, mais en vrai. J'ai mal, mais je pense. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Ouais, j'ai descendu Ashley Cole. On est quand même honnête. On est quand même C'est vrai qu'on a quand même descendu les joueurs des joueurs voilà. de Chelsea. On est professionnel. Donc, est-ce que tu veux les classer par tir ou est-ce que tu veux laisser comme ça? Non. Enfin, un petit classement par tir, ça va aller. Donc, un petit rappel. Donc, dans bon, on a donc Les Ferdinand et Matthew Tissier. Donc, va falloir attendre. On a Ian Wright, Tony Adams, on a Sol Campbell ainsi que Andrew Cole. Dans plus tard, on a mis Didier Drogba, Ashley Cole, Nemanja Vidic, Robin van Persie et Robbie Fowler. Dans bientôt, on a David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard, Dennis Bergkamp, Eric Cantona et Roy Keane. Et enfin, dans les prochains 6, à notre avis, ceux qui rentreront dans le Hall of Fame après Thierry Henry et Alan Shearer dans quelques semaines seront Nemanja Vidic de Manchester United, Patrick Vieira, le seul représentant d'Arsenal, John Terry et Lampard de Chelsea et à nouveau de Manchester United, le seul gardien Peter Schmeichel et le fameux défenseur Rio Ferdinand. Est-ce que tu es content? Je suis très content. Très content de cette tier list qui est pour moi incroyable. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, la tier list s'affiche actuellement sur votre écran. Et puis voilà, hein, personnellement je suis content de cette tier list. On s'est pas trop battu aujourd'hui. Parfois quand on fait des tier lists ensemble pour le fun, on a tendance à avoir pas mal de différents. Et bon, bah voilà, dites-nous ce que vous en pensez sur YouTube.
dans les commentaires. Proposez-nous d'autres tier lists à faire, parce que là c'est vraiment d'actualité, étant donné que la Hall of Fame a été introduite il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on touche donc à la fin de cette émission, Paul-Antoine, de cette 3e édition de The Extra Time. Je vais essayer d'uploader le plus vite possible de façon à ce que vous puissiez l'écouter avant le match de ce soir de Chelsea-Manchester United. Donne ta prédiction, tiens. Comme ça, même si les gens écoutent après, ils verront si on a raison ou pas. Je vais te laisser donner ta prédiction avant. Moi, je pense que ça va se solder sur un match nul, voire une victoire de Chelsea. Allez, je me mouille et je dis 2-1 pour Chelsea, voire 1-1. 1-1. Moi, je dis 1 partout. Il n'y aura pas beaucoup de buts, c'est pour ça que... Oui. Pas 2-1, 1-0. 1-0 pour Chelsea. 1-0 ou 1-1. Moi, je dis 1 partout. Avec un but de Timo Werner, évidemment. Tu t'es plus mouillé que moi. Ouais. Donc, je vais dire 1 partout. De toute façon, Pep Guardiola l'a dit, et Thomas Tuchel, on est sûr qu'il le pense aussi. En rentrant dans ce match, on ne pense pas à la finale de Ligue des Champions. On pense uniquement à la Première Ligue, à ce qui reste à faire. La Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Même si c'est les deux mêmes équipes qui s'affrontent, ce ne sera pas du tout le même match entre demain, ce soir, et celui qui se déroulera dans 21 jours. Ce ne sera pas du tout le même match. Donc voilà, Paul-Antoine, ce fut un énorme plaisir de tourner ce 3e épisode avec toi. Personnellement, je vous le dis à dans 2 semaines, étant donné que la semaine prochaine, je pourrai sûrement pas tourner, donc vous serez uniquement avec Paul-Antoine et Thomas qui fera son grand retour. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque semaine, ou presque, sur toutes vos plateformes de streaming. J'ai déjà fait la même erreur que la semaine dernière, sur toutes vos plateformes de podcast, Apple Music, Deezer, Spotify, mais également sur YouTube, sur la chaîne d'Extra Time. N'hésitez pas à nous suivre également sur Twitter et sur Instagram, que vous retrouverez dans la description sur YouTube, où on postera régulièrement donc du contenu sur des news, des updates sur le football européen. Donc on vous dit à bientôt. Allez, ciao.